requiem. Mais c'est quoi cette bête-là? Je pense que vous en connaissez tous sans le savoir, du moins des extraits. Écoutez plutôt. Ouais non, ok, le dernier c'était pas vraiment un requiem. Le requiem est à l'origine une messe pour les morts, exclusivement liée à la liturgie. Les différentes parties qui le composent sont d'ailleurs les mêmes parties que dans une messe, à quelques exceptions près. On retrouve l'introïte, le kyrie, le graduel, l'offertoire, le sanctus, le benedictus, l'agnus dei et la communion. Le requiem fait à l'origine partie du répertoire grégorien. Puis le premier requiem polyphonique, à plusieurs voix, fera son apparition en 1460 avec Johannes Ockeghem. S'en suivra une longue vie prospère pour le genre du requiem qui évoluera jusqu'à aujourd'hui de chant de messe à pièce à part entière qui n'a plus vraiment besoin du cadre liturgique pour exister. On va donc essayer de regarder d'un peu plus près 4 requiems. Accrochez-vous à vos esgourdes, on est parti! Je vous le disais tout à l'heure, le premier requiem polyphonique a été composé vers 1460 par Ockeghem. Ce requiem serait en fait la copie du véritable premier requiem polyphonique composé par Guillaume Dufay, mais dont on a perdu la partition. Sa messe est composée de 5 mouvements, l'introïte, le kyrie, le graduel, le tractus et l'offertoire. Et là en bon élève vous vous dites « Ma fichtre, c'est qu'il manque des bouts ?» Eh bien vous aurez raison. À l'époque l'imprimerie n'en est qu'à ses balbutiements, et en France le premier livre ne sera imprimé qu'en 1470. On doit donc encore faire appel à des copistes pour pouvoir délivrer des œuvres aux générations futures. Et bien manifestement, au vu des trous laissés dans le codex Sigui dans lequel l'œuvre d'Ockeghem est regroupée, le copiste n'aurait tout simplement pas pu recopier ces mouvements manquants, ne les ayant pas eus sous la main. Merci la poste! Alors comment Ockeghem a composé son requiem? Parfois à 3 voix, parfois à 2, parfois à 4, ça dépend, ça dépasse. Mais avec toujours un point commun. La voix la plus aiguë reprend la mélodie originale des mouvements. Je m'explique. Ce qu'on connaît comme le chant grégorien s'est développé à partir du 9e siècle, et ce sont des chants universels que l'on reprend lors de la messe. Comme on a pu étudier la mélodie du dies irae dans la vidéo sur le recyclage en musique, il y a la mélodie du kyrie, de l'introïte, etc., etc. Donc par exemple, dans l'introïte, la voix la plus aiguë qu'on appelle alors le superius, chantera sans grande modification la mélodie grégorienne originale. Et Ockeghem rajoutera des voix suivant des règles de composition de l'époque, avec de l'homorythmie, des mouvements contraires, des départs en décalé et tout et tout. Comme je vous l'avais dit lors de ma première vidéo sur les compositrices, c'est vraiment une musique apaisante et conseillée pour se concentrer si vous aimez travailler en musique. Le but de ce requiem était d'être chanté lors de messes, à de vrais enterrements. Il est donc très lié à la liturgie. Mais avec l'apparition des instruments de musique dans de plus en plus de compositions au fil des décennies, le requiem va sortir des églises et on va avoir ce qu'on appelle les requiems de concert. En effet, les effectifs instrumentaux toujours plus grands et la présence de solistes, parfois mal vus par les ecclésiastiques, ne permettaient plus à ces requiems d'être joués lors d'office. C'est le cas du requiem dont nous entendons l'introïte et qui est celui composé par François-Joseph Gossec, un compositeur français assez peu connu aujourd'hui, né en 1734 et mort en 1829. Il aurait composé ce requiem en 1760 pour la mort de sa fille, morte en 1759, et de sa femme, morte en 1760. Voilà, c'est la grosse joie. Considéré plus comme un oratorio, c'est-à-dire comme une pièce pour chœur, orchestre et soliste, il a divisé ce requiem en 25 parties, tout en ne mettant pas de kyrie. Cette œuvre sera considérée comme une étape importante dans l'histoire de la musique et est résolument moderne. Il servira de modèle au fameux requiem de Mozart,
mais aussi à celui de Berlioz, composé en 1837, soit 77 ans plus tard. C'est la première fois qu'on a l'utilisation d'un tel orchestre et d'un tel chœur pour un requiem. Il y a la présence d'instruments nouveaux comme la clarinette et l'éviction d'autres comme l'orgue, devenu quasi indissociable du requiem lors de la période baroque entre 1600 et 1750. De plus, Gossec inclut des passages clairement opératiques avec des airs aux solistes comportant de grandes envolées lyriques. À titre de comparaison, la même année, on a ça, extrait de la comédie lyrique Les Paladins de Jean-Philippe Rameau, dans un style résolument baroque. La présence du clavecin, de nombreuses ornementations, des crescendo et décrescendo extrêmement appuyés sur les notes tenues. On est dans l'affect, on est dans le baroque. Pour en finir avec Gossec, bien que son requiem ait été une inspiration pour beaucoup de compositeurs durant presque 100 ans, il est malheureusement un peu tombé dans l'oubli entre-temps et n'a pas été joué entre 1773 et 1911. Après la période classique, nous arrivons à la période romantique. Si durant la période baroque on jouait beaucoup sur les affects, là le sentiment est lui aussi, mais alors beaucoup mis en avant, avec force et vigueur. Et là on va parler du requiem allemand de Johannes Brahms, joué pour la première fois en 1867, et qui n'est plus en latin mais en allemand. Allez, je vous mets dans le bain et on en parle. C'est bon là, vous êtes réveillés ? Alors, pour commencer, pourquoi un texte en allemand ? À cette période, Brahms perd sa maman et son grand ami Robert Schumann, ce dernier ayant fini sa vie dans un asile après une vie quelque peu mouvementée. Notre cher Johannes, protestant, ne veut pas de texte latin catholique. C'est pour lui trop peu personnel, et il décide alors de piocher ça et là dans plusieurs textes sacrés, en allemand bien sûr, tout en ne sélectionnant aucune prière pour les morts. Du coup, ce requiem est réellement différent des autres. On n'y craint pas la mort et on n'y pleure pas sur les défunts. C'est une œuvre de détachement et surtout d'apaisement face à tout ça. Pour preuve, voici quelques extraits de chaque mouvement qui sont au nombre de 7. Si vous vous souvenez de quelques passages qu'on a vus tout à l'heure en latin, c'est quand même pas la même. Brahms est tout de même moins flippé par la mort et a suffisamment confiance en Dieu pour ne pas le supplier d'avoir l'absolution et tout le tintouin. Et puis bon, musicalement, si on a un deuxième mouvement profondément funèbre dans son début, dans un registre grave et une tonalité bien mineure avec ses timbales qui font toujours le même rythme, rappelant l'inévitable arrivée de la mort et nous plonge dans nos heures les plus sombres, Mufasa si tu m'entends. Au milieu, on a ce passage étincelant qui nous apporte un certain réconfort après avoir commencé de manière plutôt badante. Les timbales ont arrêté leur rythme oppressant, on est dans une tonalité bien majeure et on a enfin les registres aigus qui viennent nous éclairer tout ça.
puis le mouvement se clôt de manière calme et apaisée, on peut enfin souffler. C'est un peu ce qui va résumer la totalité de ce requiem. Si on a des passages tourmentés, si la peur commence à monter à propos de la mort, ils seront toujours clôturés par des moments confiants, rassurants, réconfortants et nous diront de ne pas craindre la mort. Et d'ainsi de ne plus pleurer les défunts, mais de s'en souvenir comme ce qu'ils étaient dans leur vie et comme ce qu'ils sont dans leur mort, auprès de Dieu et donc forcément heureux. C'est finalement peut-être une meilleure vision de la mort. De toute façon, elle est inéluctable, alors pourquoi la voir comme une mauvaise chose? Mais malgré tout, cela reste la peur la plus naturelle de l'homme, et cette conscience d'une fin est peut-être son propre. Cette peur viscérale, primaire, on va la retrouver dans le dernier requiem dont on va parler aujourd'hui, celui de György Ligeti, compositeur roumain, né en 1923 et mort en 2006. Alors là, accrochez-vous à vos slips, on part vraiment dans un autre monde. Composé en 1965 pour solistes, 2 chœurs et orchestre, et composé de 4 mouvements, là on n'est clairement plus dans le rassurant du tout. À l'époque, on n'est pas très loin de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est donc un peu un requiem post-apocalyptique, hanté par nos peurs et par la mort. Je vous le dis juste, si vous êtes sensible et que vous écoutez ça seul chez vous, vous pourriez vous sentir légèrement oppressé. Mais vraiment, hein, il n'y a pas que les images qui peuvent provoquer ce genre de choses. Donc vraiment, vous savez dans quoi vous vous engagez. Allez, musique! Youpi! Et c'est pas encore le plus effrayant. Si on imaginait dans l'extrait qu'on vient d'écouter des âmes errants, perdues, dans le kyrie qui suit, ces âmes semblent fortement perturbées, affolées. Tout ça est renforcé par l'absence de pulsation, on n'a pas de repères et les dissonances sont omniprésentes. Il n'y a pas de thème principal, ce sont juste des longues nappes complètement angoissées et angoissantes. Mais encore, ce n'est pas le pire! Dans le mouvement suivant, là, on laisse de côté les nappes et on fait place à des rythmes instables et déstabilisants. Les tout petits intervalles sont remplacés par des espaces immenses entre les notes, ce qui rend la musique encore moins prévisible. On a parfois de longs silences entrecoupés de sons venant des tréfonds des enfers, et paf, sorti de nulle part, un capharnaüm complet prend la place du silence pesant pour nous surprendre et nous effrayer encore plus. Ça va, vous tenez le coup? Allez, on arrive au dernier mouvement, dans lequel quand même ça se calme un peu. On a des registres plus aigus, moins effrayants, voire parfois rassurants, après toutes ces émotions. Et on retrouve ces longues nappes du début, qui ne sont plus si déstabilisantes car ce n'est pas totalement nouveau dans notre écoute.
Ça va toujours? Bah, je vous avais dit que c'était loin de l'espoir de Brahms, hein. Bon, en même temps, on est 100 ans après, le monde a connu 2 fois l'apocalypse, dont la dernière a vu apparaître la bombe atomique et la peur qui va avec. La guerre froide menace le monde de sa destruction, même si en 65 on est un peu dans une période de détente. C'est dans ce contexte qu'en 1945, on a la naissance du mouvement qu'on appelle aujourd'hui contemporain, mais qui probablement dans plusieurs décennies trouvera sûrement un autre nom. Le Moyen-Âge ne s'est appelé comme ça qu'au XVIIIe siècle après tout. Ce mouvement veut refondre tout et recommencer. Du coup, notre oreille n'est pas franchement habituée à ça, et du coup, c'est très déstabilisant. Donc franchement, absolument tout a été réuni pour que l'espoir de Brahms soit bien rangé au placard et que la peur primaire refasse son entrée. Allez, je vais vous laisser sur cette note joyeuse. S'il y a des genres dont vous voudriez qu'on parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Twitter, vous abonner et surtout partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi suivre Mediapason. C'est un collectif de vidéastes musicaux que l'on vient de créer. On y publie nos vidéos, on y écrit des articles, bref, c'est cool, et les liens sont dans la description. Et si vous voulez continuer à découvrir des choses, allez y faire un tour, il y a tout un tas de trucs à découvrir super intéressants. Et surtout, n'oubliez pas, la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut.